Bon, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement. Bonjour. Là, on se retrouve avec deux entrepreneurs de l'audiovisuel afropéens. Je déteste ce terme, mais bon, pardon. Il faut vivre avec, malheureusement. Le thème, c'est les SWOT, SWT, donc Strength, Weakness, Opportunities et Threats, les menaces. Donc force, faiblesse, opportunité et menace quand on est entrepreneur audiovisuel afropéen. Vaste programme. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, Ladies First? Merci, Sindano. Florence et le moi quoi, donc j'ai une quarantaine d'années. J'ai évolué dans le domaine du journalisme presse écrite quelque temps. Puis ensuite, depuis 10 ans, je me suis lancée dans la production audiovisuelle au départ. Et ensuite, fiction, entre la France, justement, et l'Afrique. Ok, très bien. Et toi? Alors moi, je m'appelle Charles Edine, j'ai une trentaine d'années. Donc, je suis d'origine haïtienne et j'étais un ancien musicien qui jouait énormément. Je faisais du compas, de la salsa, un peu de tout. Et j'ai fait une école de commerce pour être agent commercial de base. Ma vocation, c'est vraiment une formation commerciale. Et j'ai bifurqué en école de son et d'image. Je suis devenu ingénieur du son, chef de projet. Et ensuite, j'ai monté ma boîte de doublage de films en 2016. Qui s'appelle Charlie Bean Productions. Et ensuite, j'en ai racheté une deuxième en 2021 qui s'appelle MGM Post Prod. Et toujours dans le but de pouvoir rester connecté au son et à l'image. C'est un peu ce que j'aime. Du coup, maintenant, je vis clairement de ma passion. Et j'accompagne beaucoup de producteurs, de distributeurs, un peu tout le monde dans l'industrie de l'audiovisuel à pouvoir terminer leur film ou leur série après tournage. Donc voilà un peu ce que je fais. Ok, très bien, très bien. Alors du coup, on va commencer hein, avec le S du SWOT. Donc le S, c'est Strength, la force. Quelle est selon vous votre force dans cette industrie? Ok. Ma force, mais pour ma part, elle me vient de mon enfance par rapport à mon père, qui, dès l'âge de 7, 8 ans, un jour m'a prise et m'a dit: «Écoute ma fille, arrête de regarder les dessins animés, viens t'asseoir ici». Et il m'a mis devant 7 sur 7, l'émission à l'époque d'Anne Sinclair. Et il m'a dit: «Tu vois ce qu'elle fait cette femme? Je veux que tu sois comme elle un jour». Donc ça a l'air de rien, mais c'est parti de là. de ministre. Femme qui a fait un ministre aussi. C'est vrai. Voilà, donc je sais, ça date de l'enfance. Donc mon parcours est assez atypique parce que je n'ai pas suivi le chemin du journalisme dès le départ. J'ai fait d'autres études et puis à un moment donné, je me suis dit, je me suis rappelé du discours de mon père et à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de me lancer vraiment dans les études. Donc je suis partie au Canada où là j'ai pu pratiquer, me former et ensuite pratiquer pendant quelques temps. Donc je dirais que ma force me vient de mon père. Ok, très bien, très bien. Et toi, du coup? Je pense que c'est quasiment pareil. Hein. Je pense que en tant que afro-descendants, on a tous cette résilience en fait de par nos histoires. Comme je t'ai dit, moi, je viens d'Haïti, donc je pense que tout le monde connaît la situation du pays actuellement. Et si tu veux, le truc aujourd'hui pour moi, c'est que moi, mes grands-parents vivaient dans la campagne, donc j'ai j'ai une enfance normale. J'ai une enfance normale. Mes parents m'ont toujours donné beaucoup d'amour, m'ont toujours dit de travailler comme toi, beaucoup travailler. Donc du coup, jamais se plaindre réellement, malgré parfois peut-être les injustices qu'on a eues dans la vie. Et donc du coup, on va dire que c'est la résilience. C'est toujours le besoin de pouvoir absorber. Sauf que j'étais toujours en train d'absorber, d'apprendre en continu. Parfois, je pouvais dire aux gens, je sais faire, et le soir même, j'étais en train d'étudier comme un fou pour être vraiment au top niveau. Donc, c'est un peu la même histoire, je pense, pour tous les afro-descendants, de pouvoir absorber, pour pouvoir aussi rendre fiers nos parents à travers nos parcours. Parce que tu vois, nous, on vient moi, je suis issu de la première génération. Mes parents sont arrivés en France dans les 80. Donc, du coup, la force, elle est dans ça, en fait. La persévérance et vraiment être résilient. Ok, très bien. Et du coup, les menaces. On va rejoindre les deux. Le T de SWOT, les threats, les menaces. Dans cette industrie, qu'est-ce qui vous menace? Je sais pas, l'intelligence artificielle, la compétition,
Avant même d'en arriver à l'intelligence artificielle, il y a quand même aussi le parcours. C'est-à-dire que moi, ma plus grande faiblesse, je m'en suis rendu compte sur le terrain, puisque je viens du journalisme. Ensuite, j'ai ouvert ma première boîte de prod en 2014, après être passé par Euronews pendant quelques temps. C'est la partie business plan, budgétisation prévisionnelle. Alors, j'étais très enthousiaste à l'idée de me lancer. J'avais beaucoup de capitaux, j'avais économisé pas mal d'argent, donc j'étais certaine qu'avec mon argent, je pourrais réussir. Alors qu'en fait, on va bien te dire que ne prends jamais tes fonds propres pour investir totalement dans ton business. Donc, la formation est indispensable. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, quelle que soit l'activité, avant de se lancer, il faut aller se former. On ne devient pas entrepreneur, on a une vision, mais pour qu'elle se mette en place, il y a des étapes à franchir. Moi, j'ai été trop pressé. J'étais tellement enthousiaste, j'avais tellement cette envie d'aller beaucoup plus souvent sur le continent en Afrique, plutôt que de manière occasionnelle. Donc, j'avais suffisamment de capitaux pour le faire, mais je n'ai pas préparé mon business plan qui m'aurait permis de mieux gérer la situation. Donc, d'où le fait, au bout de 3 ans, de fermer ma première boîte, de faire une pause avant de me relancer. Ok. Et du coup, c'est rejoint aussi peut-être les faiblesses en tant que... C'est ça, c'est vraiment... on est afrodescendant. J'ai grandi en France, j'ai des origines africaines. Donc, pour moi, une fois que j'allais aussi sur le continent, ben, j'ai beau être d'origine africaine, je n'étais plus africaine, je n'avais plus la connaissance, je n'avais pas la connaissance du terrain. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on dit, j'étais très militaire. On fait comme ci, on fait comme ça va marcher comme ci, comme ça. Sauf qu'en Afrique, ma sœur, assieds-toi d'abord, on va parler, on va boire, on va discuter, et ensuite on va faire les choses. Donc, toujours cette manière d'être pressé à la française. Ouais. On m'a dit, toi, la petite blanche là-bas, t'assors là-bas un peu. Ça m'a agacé au départ parce qu'on se dit on perd du temps, mais en réalité ils étaient en train de m'apprendre le fonctionnement le process à l'africaine. Donc c'est très important lorsqu'on se lance et qu'on veut travailler sur 2 continents, 2 terrains différents, d'aller apprendre les us et coutumes de part et d'autre et les différents modèles économiques à mettre en place de part et d'autre. Ok. Et toi, les menaces dans ton corps de métier? Alors moi, les menaces, pour mon corps de métier, bon après moi je préfère le service, donc du coup, si tu veux, je te dirais plus de peut-être pas trouver de clients, ça peut être ça. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment pour moi la barrière, moi je suis très optimiste de nature, donc on va dire pour moi la barrière pardon, elle est vraiment mentale réellement. Si tu vois, quand je parle avec beaucoup parce que là le sujet c'est beaucoup axé sur les filmmakers, c'est plus peut-être un manque de financement, parce que parfois, comme je disais tout à l'heure avec Florence, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'afro-descendants parfois qui veulent écrire leurs propres histoires, et malheureusement tu peux pas tout écrire parce que il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. Je pense que toi t'es camerounaise, t'as certainement beaucoup d'histoires à vouloir raconter, et malheureusement les gens qui fournissent, qui financent ces films-là, tu dois suivre une ligne directrice, et on va dire que ça va être les menaces, ça va être la frustration et le découragement en fait peut-être un entrepreneur noir comme moi ou une réalisatrice comme elle, de pas pouvoir s'exprimer librement parce qu'on a clairement un manque de moyens. Moi, je vois tous les jours, j'ai des producteurs qui viennent me voir, ou des réalisateurs qui me demandent tel film, ils cherchent un distributeur ou ils cherchent des fonds. Et en réalité, parfois les histoires, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est que elles, elles touchent à un point que finalement les gens qui ont les fonds ne pourront pas avancer avec toi. Ils voudront le faire, mais derrière, malheureusement, c'est du business. Si ça ramène pas de profit, il n'y a pas d'intérêt. Donc, du coup, moi, j'ai peur que sur du long terme, à force de voir toutes ces portes fermées, réellement, que les gens se découragent et qu'on se dise, il n'y a pas assez, là, du coup, d'entrepreneurs cinéastes, pour le coup, parce que des entrepreneurs, on en a plein dans le monde, mais d'entrepreneurs noirs cinéastes qui produisent des films à succès à répétition. Ça, c'est vraiment la menace sur le long terme. Ok. Et du coup, les faiblesses aussi, comme... Les faiblesses, aujourd'hui, c'est un peu ce que je te dis, c'est le manque de ressources, le manque de financement. Peut-être parfois on croit pas au projet parce que il est trop, entre guillemets,
un peu comme toi, j'aime pas ce terme de afro-centré. Ça veut dire que il est pas, c'est pas un blockbuster, il est pas bankable. Donc du coup, ça c'est les faiblesses que l'on a parce qu'en fait, comme afro-descendant, on aime toujours raconter ses propres histoires. Pour moi, ça c'est clairement les faiblesses et si tu veux, on est toujours un peu malheureusement encore en 2024 un peu stigmatisé. T'es un peu dans un schéma, on te met voilà, toi, t'as pas d'histoire à raconter peut-être en tout cas pour une réalisatrice. Automatiquement, on va t'assimiler à la banlieue. On a tous grandi certainement en région parisienne, en banlieue. Ça, c'est une richesse qu'on a. Mais automatiquement, lorsqu'on nous met dans le cinéma, on a toujours cette étiquette de banlieusard qui a parlé avec un certain argot. Pourtant, moi, je pense que je parle très bien aujourd'hui. Donc, du coup, ça, c'est une faiblesse, du coup, qui, comme je disais tout à l'heure, crée une frustration sur le long terme. D'accord. Et on va terminer avec le O de opportunities, les chances. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez amener comme opportunité, comme chance? Alors justement, l'opportunité, oui, c'est également la faiblesse actuelle. C'est-à-dire qu'on a ce n'est même plus une conviction, on a un état des lieux, le continent africain avec toutes les histoires, les Africains, parce que dans l'Afrique, il n'y a pas que, voilà, on parle du côté francophone, anglophone, lusophone, hispanophone aussi un peu. Il y a aussi l'Afrique du Nord, Maghreb. Il y a tellement d'histoires à raconter. L'avantage que nous avons, nous sommes conscients de cette richesse. Nous avons commencé peut-être de manière un peu comme des précurseurs, on nous voyait un peu comme les fanatiques obsédés de leurs racines pour raconter des choses. Aujourd'hui, on voit des grands groupes comme les Canal+ et autres qui produisent des séries, des films avec des producteurs, des réalisateurs basés sur le continent ou en tout cas entre l'Europe et l'Afrique. Donc, pour moi, il y a tellement de possibilités, mais qu'il faut savoir canaliser, qu'il faut savoir marketer, qu'il faut savoir rentabiliser. Il faut savoir aussi peut-être identifier aussi déjà. Alors, pour ma part, je sais que moi, j'ai identifié, il y a beaucoup de thématiques. Le problème n'est pas tant d'avoir des idées, mais c'est de comment rentabiliser un film, puisque moi, je suis pas réalisatrice, je suis productrice. Donc, je vais chercher les fonds, les partenaires, les moyens de faire les choses. Et quand je discute souvent avec ou des réalisateurs ou des scénaristes ou et même des investisseurs, ils me disent mais Florence, ton projet est bien beau pour les investisseurs, mais comment j'y retrouve mon argent? Donc alors on a des modèles comme ceux du Nigeria qui sont là, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont le mérite en tout cas d'avoir déjà un business model beaucoup plus abouti qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, dite francophone. On a ces modèles qui existent, mais même ces modèles te disent que leur économie, leur rentabilité n'est pas pleine parce qu'il manque, parce qu'il y a le piratage, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc aujourd'hui, c'est toujours quand j'ai un projet, maintenant aujourd'hui, c'est OK. Combien peut-il rapporter? Quelle est l'audience? Je cherche toujours quelle est l'audience? Qu'elle soit sur le continent, qu'elle soit dans la diaspora. J'étais beaucoup, moi j'ai été un peu formaté au modèle classique, à savoir CNC, déposer des dossiers, rechercher des financements publics. Mais en allant sur le continent, quelques temps plus tard, j'ai arrêté d'aller chercher des fonds publics. Pour moi, c'était devenu une perte de temps, une perte d'énergie. Je suis plutôt dans des démarches, OK. On a un film qui parle, par exemple, je sais pas, de la mode, etc. Donc, je vais aller me focaliser sur des partenaires qui sont sensibles à être vus dans ce genre de thématique. Je vais aussi aller chercher des influenceurs qui pourront, au moment de la communication du film, promouvoir le film, le relayer. Donc, j'apprends, lorsque j'ai un projet aujourd'hui, je fais le market de ce produit. Au moins, même si on ne gagne pas de l'argent, mais qu'on n'en perde plus. Parce que le plus important, c'est de pouvoir continuer à produire et à un moment donné, à trouver les moyens d'en vivre. Et toi, de ton côté? Voilà. Novatre. Oh, vous m'entendez quand même? Non. Son micro? Le micro. Non, avec le micro. Ah, cool. C'est cool. Vous m'entendez? Oui. Super. Donc, les opportunités, c'est que
sur l'aspect, du coup, sur mon aspect à moi, sur mon aspect technique, si tu veux, le fait d'avoir un technicien afro, afropéen, on va dire ça, on va rester sur ce terme-là. Du coup, l'opportunité, c'est que je peux travailler avec le monde entier, notamment beaucoup en Afrique. Tu vois, je peux aider, développer, que ce soit en Afrique ou dans les Caraïbes, encore une fois, aider, accompagner des réalisateurs à pouvoir standardiser leur contenu par rapport à des contenus occidentaux. Donc, c'est vrai que là, pour moi, l'opportunité, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aime nos histoires, on aime les raconter. Nos histoires sont longues, sont vastes. Le continent africain est tellement énorme avec différentes ethnies. Donc, du coup, on a de quoi faire. Et s'il y a un partenaire qui peut les aider, les accompagner, c'est-à-dire que moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je propose parfois d'entrer carrément en coprod sur certains contenus. Voilà, tout dépend de la thématique, bien sûr, pour pouvoir leur fournir la prestation de post-prod gratuite, encore une fois, contre des parts dans un contenu. Mais du coup, ça peut soulager. Donc, du coup, c'est vrai que l'opportunité, aujourd'hui, admettons, si on a plusieurs acteurs, soit techniques ou peut-être qui ont des fonds, qui ont une sensibilité pour le cinéma noir, aujourd'hui, c'est grandissant. Et justement, avec l'apport de Disney qui s'intéresse de plus en plus au contenu noir, pareil pour la Fox. Donc, du coup, on a vraiment, on va dire, entre guillemets, les yeux rivés sur les contenus. Donc, c'est le moment d'en profiter et d'avoir différents acteurs. Ok. M'entendez? Ok. Ouais. Ah. Ok. Oh. Ok. Du coup, pour finir, quelle est votre actualité à l'un et à l'autre? Alors j'ai plusieurs actualités selon les pays. Donc aujourd'hui la principale actualité c'est une série qu'on est en train de finaliser pour le Cameroun. Donc c'est une série drama politique qui se passerait à Yaoundé avec un casting alors panafricain. Et on voudrait la tourner principalement en anglais parce que le Cameroun est un pays anglophone et le marché mondial est plus tourné vers des séries anglophones. Mais dans ce casting-là, il y aurait des parties afro-françaises, afro-américaines, africaines. Donc ça, c'est vraiment l'actualité la plus chaude. Maintenant, il y a aussi des projets, je ne suis pas que dans la fiction, je suis aussi un peu dans les documentaires. On a tourné un documentaire récemment au Mali qui est en train de tourner. Donc, il y a plusieurs pays. Je me positionne vraiment sur plusieurs pays, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Hein. Okay. Mm-hmm. Et alors moi, en termes de projet, alors que je disais coprod, en coproduction, j'ai un film de Noël qui sortira en fin d'année au Ghana, au Nigeria, dans les salles de Canal+ en Afrique. Et c'est une coproduction où j'interviens sur la partie technique, son, image, voilà. Après, j'ai aussi sur la partie du coup Caraïbes, où je coproduis également. Alors là, je suis vraiment producteur d'une série sur Papa Doc, Baby Doc, qui était un ancien dictateur haïtien. Et c'est une série qui est coproduite avec des producteurs américains pour le coup et un réalisateur haïtien. Donc là, on travaille sur ça et sur la partie Afrique. Là, actuellement, avec Bruno, qui est juste là, on est en train de monter une boîte de prod qui existe déjà, qui doit fournir des émissions de télévision. Alors, c'est du format avec tout type de contenu, de la poupée, de la cuisine, du comedy club. Donc là, qui pourront... ça, du coup, le studio est au Bénin, peut-être j'ai oublié de le dire, et à Cotonou. Et donc, du coup, ça pourra, dans un premier temps, alimenter déjà le Bénin, créer un dynamisme, un écosystème tout nouveau dans ce pays. Et on va essayer de s'amuser, tout simplement. Ok. Donc, voilà un peu les actualités. Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. Moi, c'était plus une réaction pour savoir si on partageait une même avis parce qu'on j'entendais Eddie, c'est ça, qui disait que la première menace de la communauté noire, c'est finalement d'avoir des barrières mentales. Mais je vois qu'en même temps, le discours, c'est il faut trouver quand même une audience et filtrer le contenu pour que l'audience l'accepte. Donc finalement, adapter le contenu à une audience peut-être européenne et plus occidentale. Mais je prends l'exemple de la musique. Il y a des artistes qui vendent très bien outre-Atlantique,
Mais non pas parce que c'est des Américains qui s'intéressent à eux, c'est que la communauté française est très dense en Amérique du Nord et que la communauté française, par exemple, est très dense en UK. Et c'est comme ça qu'ils permettent d'être internationaux. Nous, on a cette force qui est noire, mais finalement, on capitalise sur ça en se disant, la diaspora est aussi en dehors de la France. Et plutôt que filtrer, je dirais filtrer, c'est pas le mot qui a été utilisé, mais le grand tenu, pourquoi pas targeter justement cette audience qui est la nôtre naturellement. Parce que finalement, c'est derrière longtemps en disant, peut-être pour faire de l'argent. De l'argent, Oui, bien sûr. du business, c'est vrai. C'est targeter une audience plus large, alors qu'on a déjà notre audience outre-Atlantique pour devenir naturellement international. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu intéressant. Et après, c'est vrai que moi, je parlais beaucoup pour la partie cinéma. C'est vrai que sur la partie musique, on a Je parle vraiment pour tous les titres en étant du cinéma, de la musique. de la Ça musique. marche. Exactement. Mais sur le, alors, comme je te dis, je suis musicien aussi. C'est vrai que sur la musique, en fait, aujourd'hui, ce qui est bien avec la musique, c'est que tu peux publier ton contenu et gratuitement. Tu vois, t'as juste, si t'es bon musicien, tu peux tout produire de A à Z, le publier et générer une audience. Sur un film, c'est un peu différent parce qu'en fait, t'injectes de l'argent, tu dois payer des gens et si t'as pas les moyens, c'est là, il a le problème. Et c'est pas tout le monde, t'as pas beaucoup de producteurs qui ont énormément de fonds. Alors, je parle de producteurs noirs, hein. C'est ça, qui ont énormément de moyens pour compenser, admettons, parce que pour le coup, là, pour les afro-européens, du coup, afro-européens, je crois, c'est-à-dire que, admettons, moi, si demain je voulais faire un film, j'aurais mes standards, du coup, qui viennent d'ici, et partir le faire en Afrique, bah, quoi qu'il arrive, ça coûte extrêmement cher. Donc, du coup, admettons, tu peux pas faire un film à 10 000 ou à 15 000 euros. Tu dépasses à peu près plus de 100 000 euros. Et là, ça devient difficile parce que de financer toi-même, moi, je te parle de ça, de barrière mentale. Il faut trouver un producteur, soit sur le continent qui est prêt à investir avec toi, soit un producteur ici. Mais comme je te dis, il faut parfois réécrire parce que, en fait, toi, t'as ta propre sensibilité. Tu veux écrire une histoire tu veux écrire ton histoire par rapport à certainement une culture d'un pays. Et moi, c'est pour ça que je parlais de barrière mentale et de faiblesse. Mais sur la musique, c'est beaucoup plus facile parce que tu diffuses toi-même ton contenu et puis après, tu laisses un peu de manière évasive. Je clôture rapidement pour Mamadou. Pardon. Ah, mais... D'accord, je comprends. Oui. Alors moi, je vais aller carrément à contresens d'Eddie, pardon, parce qu'effectivement, il a raison. Et ce qu'il dit est vrai. Mais moi, aujourd'hui, j'étais dans ce schéma-là quand j'ai commencé, qu'il faut beaucoup d'argent, etc., etc. Et depuis que je coprode avec des plus jeunes que moi, des jeunes hommes, des jeunes femmes de 25, 35 ans, qui, eux, ont la culture dans l'Internet. Qui, eux, justement, ils disent, mais attends, mais Florence, la mère, toi, tu veux passer par les modèles classiques, mais nous, on produit nos films, nos séries, et on les diffuse sur YouTube. On les produit en quantité. Je me suis associée à un jeune producteur. Il est aussi d'origine camerounaise et il travaille beaucoup avec le Sénégal, le Cameroun. Et ils font des mini-séries en volume. Alors, on va dire que oui, ce n'est pas la meilleure des qualités parce qu'il n'y a pas tous les ingénieurs techniques et autres. Mais par exemple, pour une saison de 10 épisodes, ils vont prendre un budget de 5 000 euros. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec 5 000 euros? Et il m'a montré le budget prévisionnel, les postes, les dépenses. Et là, quand ils mettent sur YouTube, ils ont un volume. Là, ils sont dans les 200 000 abonnés et c'est en train de monter. Donc, moi, je suis en train de me former, d'apprendre à produire, parce qu'il m'a dit, mais il y a effectivement les Africains, mais il y a la diaspora. Les Camerounais qui sont basés en Amérique du Nord et autres, ils sont friands de ça. Les qui sont basés sur d'autres continents, quand je dis Camerounais, mais globalement les Noirs, les Africains. Donc moi, je suis en train d'apprendre à produire en volume sans trop perdre en qualité et casting, enfin et de jeu et de technique parce que c'est très important aussi, mais en minimisant les coûts. Je disais au départ que je me suis beaucoup ruinée parce que je pensais qu'il fallait dépenser énormément, mais ces jeunes qui sont nés avec Internet, moi j'ai connu l'ère d'avant et puis après je suis rentrée dedans petit à petit, mais eux ils sont nés dedans, donc ils disent mais non, fais comme ci, fais comme ça, et tu vas faire beaucoup plus d'argent que de passer des années et des années à chercher 200 000 euros alors que viens on a 5 000 euros, on se réunit et on y va. C'est exactement ce que je voulais dire. J'allais donner rapidement l'exemple de Issa Rae, par exemple. Issa Rae, je pense qu'il a été maintenant qu'il est avec HBO. Une série comme la sienne, personne n'aurait mis avec un cast noir, avec une femme noire en plus qui n'a pas beaucoup d'expérience, sinon elle a commencé par YouTube. Et je pense qu'on oublie trop souvent, en tant qu'Afropéen, justement, qu'on a des modèles classiques très américains auxquels on peut pas s'identifier parce que c'est pas nous. On a des modèles européens qui sont déjà blasés, mais qui sont pas faits pour nous. Et finalement, le risque, c'est d'être perdu. Je pense qu'il est temps pour nous de faire notre propre truc. Et de pas oublier qu'on a déjà notre audience qui est quasiment toute faite, qui est les Afro-descendants.
Voilà, c'était juste un commentaire. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, mais je pense réellement que c'est peut-être la démarche et la menace qu'on a, c'est de s'identifier à des afro-descendants américains qui ont déjà fait leur chemin, mais qui sont américains. qui sont américains avant d'être afro ou avant d'être afro. Vous voyez ça comme vous voulez. Et nous, on est afro-européens. Voilà, les choses autrement. Donc, je pense qu'il faut, la prochaine Miss Sarah serait bien qu'elle soit française ou, allemande. Non, d'accord, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai que, je peux que être d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que du coup, c'est l'autre côté du globe. C'est ça. Ouais, c'est très difficile pour nous de pouvoir s'identifier. Et encore une fois, c'est vrai que moi, par rapport à mon secteur d'activité, quand je prends des services, on a toujours cette tendance à, moi, quand je parle avec des distributeurs, c'est que, en général, ils me disent, YouTube, c'est difficile pour récupérer mes fonds. Ça, c'est 3/4 de tout ce que j'entends. C'est pour ça que pour moi, c'est très difficile de me dire aujourd'hui, de partir sur le même schéma que de YouTube pour pouvoir récupérer tes fonds aussi vite. C'est pour ça que les 3/4 des gens qui font des séries sur YouTube, soit ils ont ils ont carrément des sponsors qui financent. Et malheureusement, si j'étais producteur, si j'étais réalisateur, ça serait peut-être pas un autre combat. Donc, voilà. Ok. Voilà, c'est fini. Non, mais c'est le temps, hein, désolé.